dans le secteur, il ne faut pas oublier qu'on doit impérativement concilier deux objectifs, celui des investisseurs et celui de l'État. Les investisseurs ont besoin vraiment de se retrouver par rapport à l'investissement de base. Nous, en tant que commissaire aux comptes, quand on prend cette casquette-là, et du fait de notre obligation d'assurer que les états financiers produits donc, sont réguliers et sincères, nous intéressons également en interne sur ce juste prix, cette juste valeur, d'accord? Parce qu'on appelle des fois des conventions réglementées ou des conventions conclues à des conditions normales. Donc, de l'extérieur, l'administration s'y intéresse, mais en interne, le commissaire aux comptes qui est là pour assurer donc, la protection des actionnaires et propriétaires est également intéressé par ce prix de transfert. Merci. Il est clair que l'économie numérique est en premier plan et nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés parce qu'il faut dire qu'en ce qui concerne l'économie numérique, il y a aussi certains droits comme la protection des données, donc des données personnelles. Et ça me fait juste réfléchir à tout ce qui se passe sur le plan international. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qui sont hyper protégés, j'allais dire. Quand on prend par exemple le domaine du tabac, nous nous retrouvons dans la même situation. C'est-à-dire que ce sont des domaines pour lesquels les initiateurs ont peut-être plus d'influence finalement que les États. Donc c'est vrai que c'est un défi pour nous de pouvoir identifier tous ces domaines et surtout de pouvoir les imposer. En général, les droits d'assises que nous avons ne concernent que 8 produits par pays. Et pour le moment, en ce qui concerne l'économie numérique, nous n'avons pas encore statué sur la question. Mais c'est sûr que c'est un défi et une problématique à prendre en compte. Vous avez cette première étape qui est l'analyse un peu fonctionnelle, qui est la clé de voûte de la documentation sur les prix de transfert. C'est l'élément le plus important. Si vous voulez réussir votre documentation sur les prix de transfert, il faut réussir votre analyse fonctionnelle. Si votre analyse fonctionnelle est réussie, votre documentation est réussie. Si elle n'est pas du tout réussie, vous avez un risque fiscal énorme. Voilà. Une chose, chacun de ces réseaux sociaux ont des clauses de confidentialité qui protègent ses abonnés. Est-ce que avez-vous le droit de les poursuivre, de les lister sur cette base, celle liée aux clauses de confidentialité protégeant ses abonnés? Est-ce que le droit sénégalais ou la jurisprudence sénégalaise l'a prévu? Sinon, ceci pourrait être un projet non négligeable. Voilà. Merci. Le jour où l'administration fiscale possède ces deux informations, premièrement, elle ne vous connaissait pas, désormais elle vous connaît. Elle sait que vous avez gagné de l'argent et que vous êtes dans le champ d'application de l'impôt. Deuxièmement, elle arrive à reconstituer plus ou moins votre revenu. Le délai de prescription au Sénégal étant, si je ne m'abuse, de 4 ans, elle peut revenir jusqu'à 4 années en arrière, vous faire un rappel d'imposition. C'est la notion de redressement fiscal. Le risque, c'est le contrôle fiscal. Et là, évidemment, on va vous demander des arriérés d'impôts que vous n'avez jamais déclarés. Vous avez dépensé l'argent depuis longtemps. Parce que c'est ça, je veux dire, ce qu'il y a de plus dangereux dans l'exercice fiscal. Le contrôle se fait nécessairement sur le passé. Alors que peut-être que l'argent n'est plus là, vous l'avez dépensé depuis longtemps. Donc on revient plusieurs années en arrière, on a reconstitué des revenus dont vous aviez même oublié que vous les avez gagnés et on vous demande de payer tout cela, assorti maintenant de pénalités qui quelquefois sont très sévères, entre 25 et 50% des droits simples. C'est ça le risque. Mais je me pose même la question de savoir, est-ce que nous ne devons pas aujourd'hui parler même d'une autosuffisance fiscale? Il est vrai que la problématique est sensible, mais elle ne peut être réglée que si nous arrivons en fait à élargir l'assiette fiscale de manière équitable. Si je prends par exemple le domaine de l'immobilier, Maître Pape Omar Diallo le disait tantôt, le programme de recensement des biens immobiliers, c'est une nouveauté, c'est une nouveauté de l'administration fiscale, mais qui en tant que telle n'est pas une nouveauté. Je m'explique. Dans le corpus fiscal, il a toujours été prévu en matière de fiscalité locale la possibilité de pouvoir opérer des opérations de recensement. Mais il faut reconnaître que ces opérations de recensement qui devraient être menées dans le cadre de ce que nous appelons les commissions de fiscalité locale
ces commissions de fiscalité locale ne sont pas du tout opérantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si nous souhaitons réussir ce défi de l'élargissement de l'assiette fiscale, il faut impérativement que nous élargissions la charge fiscale entre tous les acteurs de la chaîne immobilière. Tout comme vous avez des clauses de stabilisation dans lesquelles il est clairement stipulé les impôts et taxes qui font l'objet de stabilisation. Donc pour moi, la clause de stabilisation doit demeurer dans un contrat. L'État a des ressources, c'est une négociation. Il y a une volonté quand même de l'État d'être transparent pour tout ce qui concerne le secteur extractif. Je ne sais pas, peut-être on n'en fait pas assez, ils n'en font pas assez, parce que je n'en fais pas partie, ils n'en font pas assez, mais quand même il y a cette volonté et je me dis, on peut être de bonne foi. On peut être de bonne foi, c'est comme par rapport aux clauses de stabilité. Ça représente un bon compromis quand même, parce qu'il faut quand même garantir les investissements de ces sociétés. Il faut savoir, je ne sais pas, un des panélistes l'a dit tout à l'heure, ils investissent des milliards et ils ne savent pas à la clé s'il y aura un résultat. La durée de tout ça, ce n'est pas très grave, sachant que de nouveaux contrats seront signés et que ces nouveaux contrats, dans ces nouveaux contrats-là, il n'y aura pas cette clause de stabilité. Ces nouveaux contrats seront soumis au code de 2016 et aux nouvelles réformes qu'il va y avoir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Merci.